au cours des derniers mois, un travail assez fastidieux et quand même super intéressant. Je suis content que vous êtes là pour en apprendre davantage, mais clairement, vous n'êtes pas venu m'entendre moi, Cédric. Vous êtes venu m'entendre Marie-Pierre de présenter l'étude. Donc, on va bien sûr, plusieurs personnes se posent la question, on va bien sûr faire la présentation aujourd'hui et ensuite on va diffuser à l'auditoire les membres de la présentation dans laquelle donc, vous pourrez vraiment passer à travers tous les chiffres pour votre situation, la comprendre un peu mieux. Et bien sûr, on sera à votre disposition pour la suite s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Une présentation? Pierre, Alors, merci à tous de m'accueillir aujourd'hui dans vos bureaux. C'est super apprécié de venir chez le client. C'est quelque chose qu'on ne fait plus nécessairement, qu'on fait beaucoup moins qu'avant dans le cadre de notre travail. Donc, c'est le fun de pouvoir nous déplacer en personne, puis d'avoir des vraies personnes aussi en face de nous lorsqu'on donne une présentation. Comme Cédric a mentionné, on a travaillé sur le mandat, en fait, l'étude sur le logement, donc dans la péninsule acadienne depuis plusieurs mois déjà. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter l'ensemble des travaux. Donc, on va vous présenter aujourd'hui l'ensemble du rapport. Il y a beaucoup de détails, là, donc je vais essayer de verbaliser le mieux possible les chiffres. Puis je sais que vous êtes un peu loin, là, vous allez peut-être avoir de la difficulté à voir certains graphiques, là, mais vous pourrez effectivement en prendre connaissance plus tard là, lorsque l'étude sera rendue publique. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec un plan de la présentation. J'avais mis un petit peu plus proche, mais bon, ça devrait aller comme ça. Donc, je vais d'abord vous expliquer un peu plus les objectifs du projet, donc le contexte aussi, donc dans quel contexte les travaux s'inscrivent. Je vais ensuite passer assez rapidement sur le portrait statistique, donc c'est surtout des données de Statistique Canada là, du recensement 2021. On va ensuite aborder le portrait de l'habitation, qui sont à la fois des données de Statistique Canada, aussi des données de la CSR, puis certaines données de la SCHL également. On va ensuite aborder les enjeux en lien avec l'habitation. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on a documentés en discutant avec plusieurs d'entre vous notamment. Donc on avait fait quelques consultations auprès des parties prenantes là, pour bien identifier les enjeux en lien avec l'habitation. Donc on va discuter de ça. Et ensuite, on va parler du portrait de l'offre et de la demande, donc voir un peu quels sont les projets d'offres qui sont prévus, mais aussi comment va évoluer la demande au cours des 10 prochaines années. Donc l'objectif, c'est vraiment de voir en termes de nombre d'unités supplémentaires, combien devront être construites si on considère l'offre actuelle, mais aussi la demande qui devrait croître au cours des prochaines années. On a ensuite de ça documenté certaines opportunités, donc basées sur les constats d'études. Donc, les opportunités ont aussi permis de documenter certaines recommandations, donc un plan d'action que vous pourrez vous approprier là, ou même plus tard, une fois que l'étude sera déposée, sur certaines actions qui peuvent être mises en œuvre, notamment par les municipalités, la CSR, mais aussi le provincial fédéral, là, qui ont été identifiés comme certaines parties prenantes aussi à travers tout ça. Alors voilà, donc, puis ensuite il y a des annexes qu'on va passer assez rapidement parce que c'est beaucoup d'informations. Donc, en termes de contexte mandat, ben là, je vais vous expliquer rapidement d'où ça vient. Donc, la CSRPA, la péninsule acadienne, a quand même eu une croissance de la population importante depuis les dernières années, a constaté certains enjeux avec le logement, donc c'est une première. Puis dans plusieurs municipalités, régions rurales aussi, c'est la première fois que certaines régions se rendent compte qu'il y a un manque de logement apparent et la CSR en fait voulait justement prendre des actions pour voir un peu qu'est-ce qui pouvait être fait pour améliorer la situation actuelle. Donc il y avait une étude qui avait été faite en 2023. Donc nous on a repris un petit peu les travaux un peu du début pour en arriver justement à un plan d'action, donc faire un diagnostic, parler avec les parties prenantes pour effectivement pouvoir en arriver avec un plan d'action concret. Ce qui manquait un petit peu à l'étude de 2023, l'étude s'était plutôt arrêtée à mesurer les besoins sans vraiment parler un peu des pistes d'action qui pouvaient être mises en œuvre. Donc, on a voulu aller un petit peu plus loin que l'étude qui avait été faite en 2023. Donc, les objectifs, rapidement, il y avait justement d'analyser toutes les données en fait sur le logement, le portrait socio-démographique, etc. Évaluer les besoins aussi en termes d'unité d'habitation. Donc ça, c'est comme je vous expliquais, le portrait offre, demande, adéquation entre les deux. D'effectuer un balisage aussi de certains modèles qui est inspirant. Donc on va en reparler dans les opportunités qu'on a documentées. De formuler des recommandations, puis d'élaborer un plan d'action également là, par rapport à tout ça. Donc c'est un petit peu le mandat qu'on s'est fait donner chez Raymond Chabot
par la CSA. Alors, commençons avec le profil sociodémographique. Juste pour vous mettre en contexte, vous le savez, il y a eu des refontes territoriales qui ont rendu difficile un petit peu plus notre travail par rapport à si les municipalités étaient restées les mêmes. Donc, Statistique Canada rend disponibles les données du recensement pour chacune des municipalités. Mais là, ça a été un petit peu plus difficile de trouver ces données-là. Donc, les données sur le profil socio-démographique sont les données réelles qui ont été remodelées par Statistique Canada. Par contre, Statistique Canada n'a pas fait ce travail-là pour tout ce qui est de données de l'habitation, donc les nombres de ménages, etc., nombre de personnes par habitation. Donc ça, on a dû, c'est la section suivante, là, mais on a dû faire certains ajustements. Donc nous, il y a un outil qu'on utilise à l'interne qui nous permet de cartographier un peu à la main les territoires pour avoir les données du recensement comme réorganisées. Donc on a utilisé cet outil-là, qui sont peut-être pas nécessairement les données réelles à certaines particularités près, mais c'est le mieux qu'on a réussi à avoir là, pour certaines données qui étaient manquantes. Donc, lorsque le prochain recensement va être déposé, vous aurez plus ces problèmes-là, mais vu qu'on est comme entre les deux, là, ça a été un petit peu plus difficile, donc je préfère le dire d'avance. Donc, répartition de la population, il y a près de 47 000 personnes qui habitent sur le territoire de la péninsule acadienne. Elles sont principalement situées à Tracadie, donc 16 000 personnes pour la municipalité de Tracadie. Le reste est un petit peu éparpillé entre les différentes municipalités qui oscillent entre environ 3 000 personnes, environ 1 600 personnes jusqu'à 8 000 personnes, si on exclut Miscou qui est plus autour de 500 personnes, là, donc district rural de Miscou. Donc voilà, c'est plus pour mettre un peu le portrait là, sur qui sont les gens qui habitent dans chacune des municipalités. En termes de pyramide des âges, si on regarde un petit peu ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une surreprésentativité des personnes de 65 ans et plus. Donc, on peut voir ici que les bandes pour les 65 ans et plus sont un petit peu plus élevées pour la CSAPA, qui est représentée en mauve foncé. Donc, il y a une population qui est quand même un petit peu plus vieillissante si on compare avec le reste du Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, ça ne vous surprendra pas nécessairement, mais les chiffres le disent. Si on regarde l'âge moyen, pour la péninsule acadienne, on est à 49,6, alors que pour le Nouveau-Brunswick, on est à 44 ans, presque 45, là, donc il y a quand même une bonne différence à ce niveau-là. Donc, il y a plus de personnes âgées sur le territoire de la péninsule acadienne si on compare avec la moyenne provinciale. C'est normal, en général, dans les régions rurales, que ce soit un petit peu comme ça. Ça arrive souvent, généralement, étant donné que les jeunes ont tendance à plus aller en ville avant de souvent se retirer vers la région rurale. Plus en fin de carrière. Donc, c'est pas surprenant à ce niveau-là, mais c'est un fait à considérer. On a aussi décliné là, les âges selon les différentes municipalités. On peut voir qu'à Rivière-du-Nord, c'est là que l'âge moyen est le plus élevé, donc on est à 52 en comparaison avec 49 là, pour la péninsule acadienne. Donc encore là, c'est très factuel, je vous dirais ici, ça va être plus pour vous, là, lorsque vous allez lire le rapport, vous allez pouvoir regarder en détail. Si vous venez de certaines municipalités spécifiques, là, les chiffres de vos municipalités vont être indiqués. Donc ici, ça va peut-être être un petit peu petit, là, mais on va regarder certains ratios, des ratios notamment pour voir comment se situent les différents groupes d'âge. Donc on a le premier qui est le ratio de dépendance qui prend la population de 65 ans et plus et la population de 20 ans et plus sur la population de 20 à 65 ans. Donc en gros, ça veut dire les enfants et les personnes âgées sur la population en âge de travailler. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le ratio est à, je vous dirais, la CSAPA est quand même relativement similaire à celui du Nouveau-Brunswick, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais si on regarde par exemple le rapport aînés-jeunes, on peut voir que dans l'ensemble des municipalités, c'est plus élevé que pour la moyenne du Nouveau-Brunswick. Ce qui veut dire que la population âgée, c'est vraiment elle qui va faire en sorte que, en fait, qui va tirer ce ratio-là vers le haut. Donc, voilà. Puis si on prend aussi l'indice de remplacement de la main-d'œuvre, qui est un indice qui permet de voir, en fait, les jeunes de 20, je ne veux pas dire n'importe quoi, 20 à 29 ans et de 55 à 65 ans. Donc, ça permet de voir est-ce que la main-d'œuvre qui quitte par la retraite va pouvoir être remplacée adéquatement. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le ratio est beaucoup plus faible
dans la CSR-PA que pour le Nouveau-Brunswick. Donc, il va peut-être avoir certains enjeux pour renouveler les travailleurs. Donc, puis vous le savez, là, justement, c'est une des raisons pour lesquelles aussi les entreprises doivent engager des travailleurs qui proviennent de l'extérieur de la région parce que ce ratio-là est relativement faible. Donc, on a regardé justement en lien avec ça la population immigrante. Donc, ça, c'est des données en date de 2021. Donc, au total, il y avait 515 personnes issues de l'immigration. Donc, autant l'immigration temporaire que l'immigration permanente pour l'ensemble de la péninsule acadienne. Selon ce que j'ai compris, les chiffres ont probablement augmenté depuis, étant donné qu'il y a eu beaucoup de recrutement à l'international, notamment et à l'extérieur de la région. Donc, c'est des chiffres de 2021. Lorsque le prochain recensement va être sorti, j'ai l'impression que ça va avoir augmenté là, pour la péninsule acadienne. Mais une des choses aussi qu'on remarque, c'est qu'à Chupaga, effectivement, c'est beaucoup de l'immigration non permanente, là, notamment à cause des étudiants qui viennent faire une année ou deux, là, ils sont considérés comme des personnes immigrantes non permanentes. Une des raisons aussi, là, je viens de vous expliquer que justement, je crois que ça va augmenter pour les prochaines années. J'ai sorti certaines données ici qui ne sont pas disponibles pour la péninsule acadienne directement, mais c'est des données sur le Nouveau-Brunswick. Puis c'est l'évolution en fait de l'accroissement de la population selon le type. Donc vraiment les personnes qui sont venues s'implanter au Nouveau-Brunswick, puis ce qu'on peut voir c'est que c'est beaucoup de l'immigration internationale. Donc ici ce qu'on voit en mauve moyen, mauve pas trop foncé. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui depuis la pandémie là, sont venues s'implanter en provenance de l'international au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai l'impression que ça peut être un constat là, qui est vrai pour votre région aussi également. En termes de composition des ménages, ce qu'on peut voir, c'est que dans la péninsule acadienne, il y a environ de 2,5 à 2,6 personnes par ménage. Je dirais que c'est comparable à la moyenne du Nouveau-Brunswick aussi. Il y a certaines villes là, qui vont être un petit peu différentes, là, mais en général, la structure des ménages se ressemble beaucoup d'une municipalité à l'autre. Donc, encore une fois, vous pourrez regarder en détail les chiffres qui vous intéressent éventuellement. En termes de niveau d'éducation, ce qu'on peut voir, c'est que le niveau d'éducation est légèrement inférieur si on regarde notamment les baccalauréats. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui, en région plus rurale, va s'appliquer généralement, donc, notamment en raison de la nature des emplois. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a 11% des gens qui vont avoir un baccalauréat ou plus pour la péninsule acadienne, alors qu'on est à 19% pour le Nouveau-Brunswick. Donc, encore une fois, c'est à cause de la nature des emplois, là, c'est pas nécessairement négatif, parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des diplômes post-secondaires qui sont peut-être pas nécessairement universitaires, donc ça reste relativement bon. Donc, si on regarde plutôt en termes de revenus, on a regardé les revenus des ménages. Donc, pour la péninsule acadienne, on est à un revenu moyen qui se situe autour de 72 000 $ en 2021. Donc, encore une fois, je rappelle, c'est des données qui datent, là, donc ça a pu augmenter un petit peu plus depuis 2021. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, on est plus autour de 85 000. Donc, il y a quand même, dans la péninsule acadienne, le revenu serait 15% inférieur donc, à celui du Nouveau-Brunswick. Donc, ce qu'on peut voir aussi, on a fait certaines répartitions là, des ménages selon le salaire gagné ou le revenu. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une surreprésentativité des ménages qui vont gagner moins de 60 000 $. Donc, pour la péninsule acadienne, il y a 50% des ménages qui gagnent moins de 60 000 $, alors que pour le Nouveau-Brunswick, on est à 42 %. Là, donc, il y a quand même une petite différence à ce niveau-là. Qui, encore une fois, peut être expliqué là, par le fait que c'est peut-être des industries qui sont moins payantes que si on regarde les emplois en ville, là, notamment. Donc, voilà. En termes de répartition des travailleurs, on a aussi regardé où se situent les emplois donc dans la région. C'est beaucoup des emplois en vente-service qui ici incluent notamment là, tout ce qui est de tourisme, hébergement, etc. Donc, ça représente 25% des emplois totaux de la région en date de 2021. Puis tout ce qui est le métier, transport, machinerie, domaine apparenté aussi, là, représente quand même un fort pourcentage, près du quart des emplois aussi dans ce secteur-là. Encore une fois, vous aurez les données spécifiques à vos municipalités là, en annexe là,
éventuellement, on ne les a pas mis directement dans le rapport, mais l'information va être présentée tout de même. On a aussi regardé le navetage, qui est en fait le fait de se déplacer de notre région de résidence jusqu'à notre emploi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les gens ne se déplacent pas très longtemps donc, dans la péninsule acadienne, ce qui est une bonne chose. Donc, il y a 48% des gens qui vont en fait prendre moins de 15 minutes pour aller au travail. Donc, les gens restent relativement près de leur résidence là, pour aller au travail. Un fait intéressant aussi, 95% des gens utilisent une voiture donc, pour aller au travail. Donc, peut-être que ça va changer avec le nouveau projet de transport, on verra bien. Mais en 2021, c'était le cas. On a aussi sorti certaines statistiques, là, c'est assez descriptif sur les populations vulnérables. Donc, on a sorti des données sur les ménages d'une seule personne, les gens sur les ménages monoparentaux, les gens qui sont sur l'assurance emploi aussi, et les ménages à faible revenu. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une plus forte proportion dans la péninsule acadienne de ménages d'une seule personne. Donc, on est à 33% en comparaison avec le Nouveau-Brunswick, où on se situe plutôt à 30%. Donc, ça s'explique notamment par le fait qu'il y a plusieurs personnes âgées, donc il y a des gens qui vont avoir perdu un conjoint, par exemple. Donc, ça peut être un des facteurs qui explique ça. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est un facteur à considérer. En termes de ménage monoparental, on est à 11% pour la péninsule acadienne versus 9% pour le Nouveau-Brunswick. Donc, ça se ressemble encore beaucoup. Là, il y a rien d'inquiétant ici. En termes de faible revenu, pour la péninsule acadienne, c'est un petit peu plus élevé. Donc, on est à 18% versus 14% pour le Nouveau-Brunswick. Donc, il y a plus de ménages qui vont être considérés comme à faible revenu. Encore une fois, ça peut s'expliquer par le fait que la population étant vieillissante, il y a plus de retraités, donc ceux-ci peuvent être plus prompts à être en situation de faible revenu, par exemple. Et un fait intéressant, les prestataires de l'assurance emploi, on est à 37% pour la péninsule acadienne, alors que pour le Nouveau-Brunswick, on était à 18%. Là, ici, il faut faire attention, c'est des chiffres de 2021, donc contexte pandémique, donc il y a beaucoup de gens qui avaient perdu leur emploi lors du dernier recensement, donc c'est à prendre avec un grain de sel, mais on peut voir que pour la péninsule acadienne, c'est quand même plus élevé que pour le Nouveau-Brunswick, ce qui, encore une fois, peut s'expliquer par le fait qu'il y a plusieurs emplois saisonniers donc dans la région, alors que le Nouveau-Brunswick inclut certains centres urbains là, où les emplois vont rouler à l'année, par exemple. Tombons plutôt dans le portrait statistique de l'habitation. Comme j'ai mentionné au début, ça, c'est des données que nous, on a consolidées en faisant des cartes un petit peu maison, là, je vous dirais. On a nous-mêmes dessiné les cartes pour essayer d'être en mesure d'avoir ces données-là. Mais tout de même, les données sont assez intéressantes malgré tout. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité des gens vont habiter dans une maison unifamiliale. Ça, c'est le premier constat qu'on a fait. Ça ne vous surprend pas nécessairement parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'appartements, de logements sur le territoire, mais il y a quand même près de 9 ménages sur 10 qui vont vraiment habiter dans une maison unifamiliale. Donc, les appartements se situent plus dans le coin de Shippagan, Tracadie aussi, là, notamment avec la population étudiante à Shippagan, qui, eux, vont habiter plutôt en loyer. Donc, il y a plus d'appartements dans cette ville-là. Le parc immobilier est relativement vieillissant, avec plus de la moitié des habitations qui ont été construites avant 1981. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement à ce niveau-là pour la péninsule acadienne. Donc, ça peut être quelque chose à considérer. Ça va aussi avec le fait que la région n'a pas vraiment eu besoin de créer tant que ça de nouvelles unités, donc ce qui fait en sorte que ça a comme amené le parc immobilier à vieillir un petit peu plus rapidement. Si on compare avec l'ensemble du Nouveau-Brunswick, par exemple, où il y a 22% des habitations qui ont été construites depuis les années 2000, donc ça s'est renouvelé un petit peu plus dans la province versus la péninsule acadienne. On a sorti certaines informations complémentaires au vieillissement du parc immobilier. On voulait voir un peu est-ce que les habitations ont besoin d'avoir certaines rénovations majeures à faire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a environ 10%, 9-10% des habitations qui ont besoin de rénovations majeures, ce qui est la même chose que pour le Nouveau-Brunswick. Donc, ça veut dire en soi que même si les habitations sont vieillissantes, elles sont peut-être malgré tout bien entretenues là, pour le parc immobilier.
Puis encore une fois, c'est pas mal le constat est le même dans toutes les villes à ce niveau-là. En termes de taux de ménages propriétaires, ce qu'on peut voir, c'est que pour la péninsule acadienne, les ménages sont en proportion plus à être propriétaires de leur logement. Donc, on est à 81% pour la péninsule acadienne versus 73% pour le Nouveau-Brunswick. Encore une fois, ça s'explique, on l'a vu, là, les gens habitent plus en plus forte proportion en maisons unifamiliales. Puis en général, les maisons unifamiliales sont souvent des propriétés, donc c'est plus rare qu'on les loue. Donc ça peut expliquer ce phénomène-là qui fait en sorte qu'il y a quand même une forte proportion des ménages qui sont propriétaires. En termes de résidences secondaires, c'est quelque chose qui est quand même présent sur le territoire. Donc il y a quand même quelques maisons qui sont des résidences secondaires de des gens qui proviennent peut-être de l'extérieur de la région. Donc on a recensé 2000 habitations qui seraient des résidences secondaires en date de 2021, encore une fois, c'est les chiffres du recensement. Donc, c'est à Miscou que serait la plus forte proportion des habitations qui seraient des résidences secondaires. Là. On est à près de 20% pour Miscou. Donc, ça représente juste 68 unités, mais tout de même, c'est quand même une forte proportion en proportion du total de ce territoire-là. Puis pour la péninsule acadienne, on est environ à 8,7% des résidences secondaires, ce qui est un petit peu plus élevé que pour le Nouveau-Brunswick, mais ça reste relativement faible. On ne peut pas considérer non plus que c'est vraiment un territoire de villégiature très fort. Il y a d'autres régions où ça va être plus élevé en termes de résidences secondaires. Plus de 7 logements sur 10 vont avoir 3 chambres ou plus. Donc, ça vient encore une fois avec le fait que les gens habitent souvent en maison. Donc, les maisons étant généralement plus grandes que les logements, ça va faire en sorte que les logements vont avoir plus de chambres. Donc, ici, ça ressemble à ce qu'il y a dans le reste du Nouveau-Brunswick aussi là, en termes de nombre de chambres par habitation. On a aussi regardé certaines données provenant de la CSR, là, notamment pour les permis qui ont été donnés en fait pour les dernières années. Ce qu'on peut voir, c'est que la valeur des travaux a été quand même élevée en 2022, mais a quand même diminué en 2023. Par contre, ici, 2023, on est quasiment à la moitié là, de ce qu'on avait en 2022 en termes de valeur des permis. Donc, de permis octroyés, on était à 177 en 2023 versus 210 en 2022. Donc, on voit qu'il y a quand même une petite baisse là, de l'activité de construction depuis 2022. Puis ça s'explique notamment par les taux d'intérêt qui ont augmenté fortement, là, qui font en sorte que les gens se lancent peut-être moins dans les projets aussi de création de nouvelles unités. On a regardé justement, en analysant un peu les données sur les permis, on a pu voir le nombre d'unités qui avaient été créées au cours des dernières années. Puis on peut voir justement qu'il y a eu quand même un boom en 2022. Là. On était à 192 nouvelles unités de créées, alors qu'en 2023, on tombait plus autour de 94, donc près de 2 fois moins. Donc, il y a quand même plusieurs unités qui ont été créées là, justement pour répondre à la forte demande qu'il y a eu dans les dernières années. Puis c'est surtout à Tracadie là, que la création d'unités s'est faite avec 325 unités là, qui ont été créées au total entre 2018 et 2023 pour cette municipalité-là. En termes de mise en chantier, là, encore une fois, ça c'est des données de la SCHL. C'est juste disponible pour la municipalité de Tracadie, étant donné que la SCHL offre seulement les municipalités, je crois, de plus de 10 000 habitants, si je ne me trompe pas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les mises en chantier aussi à Tracadie ont reçu un fort taux en 2022, puis avant de diminuer en 2023. Là. Donc, ça c'est consistant un peu avec ce qu'on avait vu dans la page précédente. En termes de prix des habitations, pour la CSRPA, on est à un loyer moyen qui est quand même plus faible que pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Donc, les frais de logement mensuels, ici, c'est seulement pour les ménages qui sont locataires. On est à 586 en 2021. Donc, ça peut avoir augmenté un peu depuis. Non, excusez-moi, c'est en 2023 pour ceux-là. Je les ai indexés. Donc, voilà, 2023. 586 versus le Nouveau-Brunswick, on est plus autour de 843 $.
C'est un petit peu plus faible pour la péninsule acadienne. Ici, par exemple, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement les appartements qui sont affichés, mais vraiment, les gens qui ont un bail, mettons, depuis 12 ans, sont quand même considérés là-dedans. Donc, eux vont avoir des loyers qui sont plus faibles, vont comme tirer vers le bas un peu la moyenne. Fait que les nouveaux appartements qui entrent sur le marché sont beaucoup plus chers que ça, en général aussi. En termes de ménages propriétaires, c'est un petit peu plus faible. On est à 458 $. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont propriétaires depuis longtemps de leur maison et qui ne payent presque rien, qui tirent un peu vers le bas la moyenne. Donc c'est plus faible pour les propriétaires que pour les locataires là, en termes de coût moyen mensuel. Si on parle maintenant de l'abordabilité, qui est un élément dont on a discuté avec plusieurs d'entre vous. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont offerts pour créer du logement abordable d'entrée de jeu. Par la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, il y a 3 principaux programmes qui sont offerts. Donc, le premier, c'est le programme des logements locatifs abordables qui constitue à donner une subvention donc, à des propriétaires privés qui, eux, vont être en mesure ensuite d'offrir des loyers moins chers. Il y a aussi le programme de logement public qui offre vraiment des logements du gouvernement à certaines populations qui ont moins de revenus. Donc, qui va permettre aux gens de payer 30% de leurs revenus uniquement pour se loger. Et il y a aussi le programme de supplément au loyer qui, lui, en fait, va vraiment donner la subvention aux locataires pour qu'il puisse payer lui aussi 30% de son loyer. Donc, ça fait en sorte que lui puisse trouver un logement chez un propriétaire privé et recevoir la prestation du gouvernement. Donc, c'est 3 mécanismes qui permettent l'abordabilité de certaines unités par la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. Donc, on a regardé justement combien d'unités il y a de dits abordables selon ces 3 programmes-là. Donc, il y en aurait 715 pour l'ensemble de la CSR, donc toute la péninsule acadienne. Il y en a quelques-unes qui s'en viennent aussi, qui devraient être construites dans les prochains mois, donc 34 qui sont à venir. Donc, ça pourrait porter un total de près de 750 unités là, abordables sur le territoire de la péninsule acadienne. Donc, on l'a décliné aussi par municipalité. Là, vous pourrez voir un peu, c'est vraiment pour vous donner des détails à vous, à savoir où sont situées les unités. Puis à qui elles s'adressent aussi. Là, il y en a qui s'adressent plus aux familles, aux personnes seules ou aux personnes âgées. Donc, vous pourrez voir où sont les unités là, principalement dans quelle municipalité. Donc, on a sorti aussi certaines données. Là, je voulais voir justement comment elles se répartissaient selon les municipalités. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est principalement à Tracadie. Il y a 37% des unités qui sont situées à Tracadie, donc dans le abordable. Ce qui fait du sens nécessairement parce qu'en général, la Société d'habitation va essayer de mettre les unités près des services. Donc, à Tracadie, on est près des services, on n'a peut-être pas nécessairement besoin d'un véhicule. Donc, c'est pour ça qu'ils choisissent les régions qui sont plus desservies par les services en général. Donc, ce qu'on peut voir, j'ai aussi sorti des données sur la proportion du nombre de ménages. Donc, il y a 34% des ménages de la CSR-PA qui sont à Tracadie, mais il y a 37% des unités abordables qui sont. Donc, il y a quand même une surreprésentativité des unités abordables dans la municipalité de Tracadie, par exemple. Donc, ça vous donnera certains indicateurs là-dessus. En termes de proportion des ménages qui habitent dans des unités abordables, donc c'est à Chipagan là, que le nombre est le plus élevé. On est à 4,8%, puis en Nord 4,4% en termes de proportion des ménages qui habitent dans l'abordable. On a aussi regardé certaines données sur l'hébergement touristique. Donc, on voulait voir justement sur la plateforme, par exemple Airbnb, combien il y a d'unités qui se trouvent sur la plateforme en ce moment. Donc, on a recensé 268 unités à l'été 2024, donc l'été dernier, ce qui est quand même élevé. Ça représente 1,3% du parc total. Il y a dans certaines villes où ça va être un petit peu plus élevé. Là, je pense à Neguac aussi, où ça va être 3% des unités là, qui vont être sur la plateforme Airbnb. Donc, c'est quand même assez élevé. Là.
Donc, dans le cadre de nos travaux, on a analysé beaucoup de chiffres, comme vous avez pu le voir. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec tout ça. Maintenant, on va tomber dans plus le qualitatif, là, je vous dirais. Donc, on a eu l'occasion de justement discuter avec des parties prenantes du logement, des municipalités, des écoles, etc. Donc, pour voir un peu quels sont les enjeux en lien avec l'habitation. Donc, on a été en mesure d'identifier quelques enjeux, donc les enjeux économiques, les enjeux relatifs au logement social. On avait aussi des enjeux relatifs au logement étudiant qui étaient assez spécifiques. Des enjeux d'optimisation aussi des habitations. Et finalement, on avait documenté aussi certains freins au développement immobilier là, lors de nos discussions avec vous. Ça nous a permis de aussi documenter certaines conséquences, là, notamment conséquences économiques, conséquences sociales, en fait, du manque de logement là, et de tous les enjeux relatifs à l'habitation. Donc, c'est là-dessus que cette section-là porte. Je voulais juste vous montrer la petite structure, l'entonnoir vers lequel on s'en va avec tout ça. Un des premiers éléments qu'on a documenté qui était important, c'est qu'il y a quand même une forte proportion là, des travailleurs étrangers qui proviennent des travailleurs qui proviennent de l'extérieur de la région, donc c'est des gens qui vont être issus de l'immigration notamment. Donc ça constitue un moteur économique important, donc on l'a vu, les ratios de démographie démontrent qu'il va quand même avoir certaines difficultés à remplacer la main-d'œuvre qui va quitter vers la retraite. Justement, les personnes qui proviennent de l'extérieur de la région sont quand même un moteur économique important qui vont être nécessaires en fait pour les prochaines années. Puis un autre élément qu'on a documenté, c'est que en fait, le manque de logement va faire en sorte que les personnes qui pourraient venir s'implanter dans la région vont peut-être être plus réticentes à le faire étant donné qu'ils ne savent pas s'ils vont être en mesure d'avoir un logement lors de leur arrivée ici, ce qui crée vraiment un frein là, au développement de certaines entreprises, là, notamment dans la région. En termes d'enjeux spécifiques aux logements sociaux, ce qu'on a pu voir, c'est que des logements dans certaines municipalités, il y en a quand même qui se créent, mais souvent le problème, c'est qu'il n'y a pas de logements qui sont nécessairement abordables, qui vont répondre à une clientèle abordable. Donc, c'est quand même un enjeu parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas en mesure de se payer le nouveau logement à 1 500 $ qui vient de sortir sur le marché. Donc, il y a vraiment une grande difficulté là, à loger les gens qui sont plus à faible revenu et qui n'ont pas les moyens de vraiment louer des habitations qui sont plus chères. Un autre élément qu'on a documenté en lien avec le logement abordable, c'est que la rentabilité actuelle des projets immobiliers rend difficile la construction de logements qui sont dits abordables. Donc, on a parlé avec certains promoteurs, puis ce que les gens nous disent, c'est oui, mais on voudrait bien, mais on n'est pas en mesure d'avoir un montage financier qui fait en sorte que nous, on fait de l'argent, puis d'avoir un loyer abordable. Donc, les loyers à 700 $, c'est difficile d'avoir une rentabilité sur un projet. C'est presque impossible s'il n'y a pas les subventions du gouvernement, là, notamment. Donc, ça, c'est un frein quand même important. En termes de logement étudiant, donc on a discuté avec certaines personnes qui travaillent pour les écoles, notamment qui essaient d'aller chercher des étudiants internationaux. Ce qu'on a pu voir en fait, c'est que notamment à Chipagan, il y a plusieurs enjeux là, pour loger les étudiants. Donc, puis ce qu'on mentionnait aussi lors de nos discussions avec les écoles, c'est que il y a certaines. En fait, l'université offrait initialement la première année à distance, donc avec les étudiants, puis les étudiants venaient seulement la deuxième année. Puis là, il y a eu comme certains changements auprès de Immigration Canada qui font en sorte que ce n'est plus possible. Puis à partir de cette année, les étudiants doivent arriver directement dès la première année, ce qui fait en sorte qu'il y a comme une double cohorte qui arrive cette année d'étudiants. Ça crée vraiment une pression importante là, sur le logement étudiant, le logement Chipagan de manière générale. Puis une des conséquences de ça, en fait, c'est que comme il y a une forte demande à cause que les étudiants veulent venir s'implanter ici, ça crée une pression sur le prix des loyers qui augmente. Puis ça fait en sorte que les étudiants qui arrivent sont pas plus capables de se payer le loyer. Puis même les personnes qui ne sont pas étudiantes aussi vivent cette pression-là. Donc il y a quand même un enjeu spécifique là, en lien avec tout ça qui est considérable. Puis l'université mentionnait aussi qu'on est maintenant obligé de demander aux gens d'avoir des preuves de logement
avant de les faire venir ici, parce que sinon, les gens arrivent et ils sont obligés de s'entasser dans des appartements à plusieurs parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, il y a quand même plusieurs enjeux à ce niveau-là, en termes de logement étudiant. Par contre, avec les plus récentes discussions que j'ai eues, on mentionne aussi qu'il y a un fonds pour la création de logements étudiants qui a été créé là, pour l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Donc ça pourrait venir aider un petit peu la situation actuelle là, pour les prochaines années à venir. En termes d'optimisation des logements aussi, il y a plusieurs discussions qu'on a eues avec les municipalités qui mentionnaient que, dans le fond, un des problèmes, c'est que comme on ne crée pas de logements plus petits ou de logements destinés à justement un ménage de 2 personnes qui sont retraitées, par exemple, ça fait en sorte que ces personnes-là doivent rester dans leur maison, donc plus longtemps qu'elles n'auraient voulu. Donc, il y a certains ménages, on prend par exemple un homme et une femme de 65 ans et plus qui désirent aller vers quelque chose de plus petit avec de meilleurs services, mais ils ne peuvent pas nécessairement le faire, donc ils vont juste rester dans leur maison, ce qui fait en sorte qu'il n'y a comme pas le roulement requis pour que les nouvelles familles puissent bien s'implanter dans ces maisons-là. Donc, il y a comme un enjeu d'optimisation à ce niveau-là. Il y a des maisons qui sont beaucoup trop grandes, qui pourraient accueillir des familles qui ont juste 2 personnes parce que les gens n'ont pas de place où aller lorsqu'ils quittent leur maison, ultimement. Parmi les autres enjeux, on a documenté de manière générale les freins au développement immobilier. Donc, on en avait parlé pour le logement abordable. C'est difficile d'avoir des logements qui sont pas chers, mais c'est aussi difficile d'avoir des logements tout court parce que les projets sont difficilement rentables. Donc, en raison notamment des taux d'intérêt, en raison aussi du coût des matériaux qui est assez cher, là, ça fait en sorte qu'il n'y a pas une très bonne rentabilité dans la région, combiné au fait que certains promoteurs immobiliers vont préférer aller dans des centres urbains où ils vont être capables d'offrir des loyers plus chers. Donc, ça fait en sorte que les promoteurs immobiliers vont se tourner vers d'autres régions pour aller faire leurs projets où ils sont capables d'aller chercher un meilleur rendement sur leur investissement. Donc ça crée certains problèmes justement pour la région. Ça fait en sorte qu'il y a certains promoteurs qui vont vraiment aller vers d'autres endroits. Il y a aussi une complexité associée à la construction. Donc, en termes de réglementation actuelle, c'est sûr que ça peut être difficile pour certains promoteurs de naviguer à travers tout ça. Donc ça a été quelque chose qui a été documenté, puis aussi le fait que justement avec les nouvelles fusions municipales, donc c'est pas si simple, donc il y a quand même un frein à ce niveau-là là, pour développer l'immobilier chez les promoteurs. Un autre élément qui a été mentionné, là, parfois on disait que la CSRPA manquait aussi de ressources là, à certains égards là, pour notamment donner les permis, etc. Donc ça a été identifié aussi comme un frein là, au développement immobilier. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, on a documenté aussi certains enjeux spécifiques à certaines municipalités. Donc, vous pourrez voir plus en détail, là, je ne vais pas rentrer dans chacune d'entre elles parce que ça va être trop long, là, mais les enjeux sont quand même s'il y a des enjeux globaux qui s'appliquent à l'ensemble des municipalités, chacune des municipalités a quand même certains enjeux spécifiques, là, que ce soit notamment en termes de capacité des infrastructures municipales, etc. Donc, vous pourrez voir, on les a documentés pour chacune des municipalités à titre indicatif. Si on parle des conséquences maintenant associées au manque de logement, donc on a d'abord les conséquences sociales. Donc un des éléments qu'on a eu la chance de discuter avec les organisations du milieu, c'était que maintenant on en vient à avoir de l'itinérance, notamment sur le territoire, ce qui était quelque chose qui n'était pas, qui n'a jamais été en fait présent sur le territoire. Donc c'est des conséquences directement associées au manque de logement. Que ce soit des gens qui ne prennent pas de logement pour l'été, par exemple, et qui décident d'aller un peu en camping. Donc, il y a des types d'itinérance aussi cachées, qu'on dit, qui vont émerger. Donc, puis ça peut créer d'autres enjeux là, éventuellement. Donc, c'est des conséquences importantes qu'il faut prévenir, là, justement, en créant de nouvelles unités là, pour les personnes qui ont peut-être moins de sous. Parmi les autres conséquences qu'on a documentées, il y avait le fait de vivre en surpeuplement dans un logement. Donc, ici, je pense justement aux étudiants qui vont se mettre à plusieurs dans une chambre. Donc, en général, on dit une personne, une chambre, mais là, il y a des gens qui vont être
plus qu'une personne par chambre. Donc, ça crée des enjeux aussi à ce niveau-là. Il y a des gens aussi qui vont être obligés de vivre dans des logements qui sont peut-être moins adaptés à leur santé. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui habite au 3e étage, qui maintenant n'a peut-être pas nécessairement la santé d'aller au 3e étage directement, qui ne peut pas se permettre de changer de logement, d'avoir quelque chose de plus adapté. Donc, ça crée des enjeux aussi à ce niveau-là. Puis aussi, le dernier qu'on a documenté, c'est le fait de vivre dans un logement qui est trop cher, donc au-delà de la capacité financière. Donc, ça va créer aussi du stress là, pour certaines personnes d'habiter dans un logement qui est dit trop cher pour certaines personnes. En termes de conséquences économiques maintenant, on l'a mentionné là, avec le fait que il n'y a pas nécessairement de logement pour accueillir des personnes de l'extérieur. Ça fait en sorte que ça limite le développement économique en fait, de certaines entreprises. Il y a certaines entreprises qui se disent prêtes à embaucher plus, mais qui attendent d'avoir des logements là, pour faire venir certaines personnes de l'international. Donc, c'est sûr que ça limite le développement économique là, en ce sens-là. Un autre élément qu'on avait documenté, vous le savez, il y a eu certains montants qui ont été alloués pour répondre justement aux enjeux donc par la SCHL. Donc, il y a 3 municipalités, Tracadie, Chupagan et Caraquette, qui ont reçu des fonds en fait pour créer certaines initiatives là, en réponse à tout ça. Donc, ça, c'est très positif. Pour la région, ça va vraiment permettre de créer des initiatives intéressantes puis de donner la latitude aux municipalités de le faire. Donc, il y a entre 2 et 3 millions là, qui ont été donnés par la municipalité, ce qui va quand même beaucoup aider les choses là, pour les 3 municipalités qui ont reçu l'argent. Tombons plutôt dans le portrait de l'offre et de la demande maintenant. Je vais vous expliquer un peu la méthodologie qu'on a utilisée. Donc, en général, pour projeter la demande, on a 2 intrants principaux. Le premier, c'est vraiment lors des discussions avec les municipalités, on essaie de voir, en date d'aujourd'hui, si on créait X nombre d'unités supplémentaires, combien d'unités trouverait preneur maintenant. Donc, pour identifier vraiment le besoin immédiat qui a été créé notamment par les besoins des années précédentes, puis le fait qu'il n'y a pas eu assez d'offres pour les années précédentes. Donc, on a discuté avec les municipalités pour être en mesure d'identifier une fourchette de besoins actuels. Puis, ce qu'on fait avec les besoins actuels, c'est qu'on regarde, selon les projections démographiques, combien d'unités supplémentaires devront être créées pour les prochaines années à venir aussi. Donc, on regarde, mettons, si on prend les besoins actuels, puis on regarde, OK, bien, si on a besoin de, si les projections démographiques démontrent qu'on aura besoin de 20 unités supplémentaires par année, on ajoute ces unités-là pour être en mesure d'avoir la vraie demande là, pour les prochaines années à venir. En termes de portrait de l'offre, on a fait un peu la même chose. On a regardé justement les projets qui étaient présents pour les prochaines années en discutant avec les municipalités. Donc, ça a permis de voir combien d'unités seront créées si tout va bien là, au cours des prochaines années. Puis ensuite, on fait l'adéquation entre les besoins disants et l'offre prévue, puis on regarde combien d'unités de plus on devra construire sur ces 10 années-là pour être en mesure de répondre à la demande. Alors, donc ici, on a vraiment documenté l'ensemble des besoins supplémentaires avec les municipalités. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est entre 709 et 969 unités. C'est comme la braquette qu'on a identifiée en termes d'unités supplémentaires, en termes de besoins actuels. Donc, ça reste très élevé. Donc, je vous dirais qu'il y a certaines municipalités où c'est plus pressant que d'autres. Si on prend Miscou, par exemple, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de besoins actuels, alors que si on prend, par exemple, Chupagan, on est à 200 unités, Tracadie, on est à 380 unités. Donc, il y a quand même certaines municipalités où le besoin est plus criant que d'autres. Souvent, ça va aussi avec la population de la municipalité, effectivement, là, mais on est en mesure de documenter ça d'abord. On a aussi regardé, en termes selon les municipalités, où se situent les unités supplémentaires qu'on devra construire. Donc, est-ce que c'est pour des nouveaux travailleurs, pour des familles, des personnes âgées, des étudiants, etc. Et à savoir, est-ce que c'est plus la propriété ou du logement locatif. Donc, vous pourrez regarder le détail des chiffres éventuellement, mais on a comme réparti un peu justement les besoins actuels selon le type de clientèle requise. Donc, pour les projections démographiques, on a regardé vraiment pour les 10 prochaines années comment allait évoluer
la démographie. On s'est basé sur l'augmentation qu'il y a eu de la population en 2018 et 2023. Donc, on a comme projeté un peu les dernières années, en fait, sur 2024 à 2033. Puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'il devrait y avoir une augmentation de près de 1600 ménages sur 10 ans pour la péninsule acadienne, ce qui est assez élevé. Puis je vous dirais qu'on a été quand même conservateur dans nos projections parce que si on prenait 2021-2023, il y a quand même une forte croissance de la population. Donc ça demeure conservateur de prendre 2018 à 2023 là, en termes de croissance de la population pour s'appuyer pour les prochaines années à venir. Donc ça reste assez élevé. La croissance annuelle moyenne, je vous dirais qu'à Tracadie, c'est là que ça devrait être le plus haut, à 1,1 %. Il y avait aussi Miscou qui affichait une forte croissance. On est aussi à 1,1 % en moyenne là, au cours des prochaines années à venir si la tendance se maintient. Mais il y aurait une croissance en théorie dans l'ensemble des municipalités si la tendance se maintient, effectivement. Donc, encore une fois, on a sorti les chiffres spécifiques à chacune des municipalités. Là. Vous regarderez le détail selon lorsque vous aurez le rapport. Là. Mais on a vraiment identifié pour chacune des municipalités le besoin actuel et le besoin aussi à venir pour voir justement comment va évoluer la demande là, totale au cours des 10 prochaines années. Donc, en termes d'offres, on avait mentionné là, la demande, on était plutôt autour de 700 à 1000 unités pour les besoins actuels seulement. On tombait à 1600 pour la croissance démographique, donc ça fait beaucoup de ménages qui vont avoir besoin de se loger. En termes d'offres, par contre, on est entre 207 et 270 là, projets en termes d'unités supplémentaires qui pourraient être construits au cours des prochaines années. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ça ne sera pas suffisant pour combler la demande qui va être assez forte là, pour les prochaines années. Mais tout de même, on a quand même recensé l'ensemble des projets qui s'en viennent pour l'ensemble des municipalités. Donc, ça reste beaucoup plus faible que la demande, comme vous pouvez voir. On a fait, ultimement, lorsqu'on avait vraiment le portrait de l'offre et de la demande, on a fait 3 scénarios. Donc, un scénario plus pessimiste, un scénario de référence et un scénario optimiste. Le scénario pessimiste va considérer, en fait, que la demande va être au maximum de la braquette qu'on a identifiée et que l'offre va être au minimum. Donc ça, on serait vraiment dans le scénario le plus négatif, si on veut. Alors que le scénario optimiste va considérer l'inverse. Donc on serait au bas de la demande, mais au top là, vraiment de l'échelle de l'offre. Donc ça va être plus l'optimisme. Puis on a le scénario de référence qui est vraiment au milieu, qui est plus celui sur lequel on s'appuie là, pour nos projections. Donc, il y aurait quand même un manque à combler de 2369 unités, donc de 2024 à 2028, donc 5 ans. Donc, ça fait vraiment beaucoup pour un total de, je pense que c'est 10 ans, il faut juste que je vérifie, on est sur 10 ans, on n'est pas, c'est 2024-2033. Donc, je vais le changer dans le rapport là, parce qu'on est plus sur un 10 ans. Donc, ça fait une moyenne de 237 unités là, au total par année de plus qui devraient être construites pour l'ensemble de la péninsule acadienne. Donc, une fois qu'on a regardé vraiment toutes les statistiques, on a regardé les enjeux, on a regardé les besoins à venir, donc les clientèles aussi pour lesquelles s'adressent les besoins, on a identifié certaines opportunités à saisir donc, pour la péninsule acadienne. On s'est appuyé pour chacune des opportunités là, sur les principaux constats de l'étude. Donc, un des principaux constats, c'est qu'il existe une mobilisation quand même des parties prenantes qui est importante donc dans la péninsule acadienne. Donc, on a fait plusieurs études de ce genre-là avec la firme pour laquelle je travaille. Donc, c'est le genre d'étude qui est très populaire, je vous dirais, en ce moment. Puis, j'ai trouvé que les gens étaient très mobilisés là, par rapport à la cause du logement. Donc, ça, c'est quand même un momentum qui est fun et qui doit être saisi. Donc, les opportunités qui découlent de tout ça, c'est vraiment de poursuivre les initiatives là, en lien avec le logement. Donc, on les abordera plus tard. Là. Je les ai décrits. Il y a plusieurs initiatives qui ont été faites justement par les municipalités, par l'ensemble des parties prenantes là, pour améliorer la situation. Donc, de poursuivre les initiatives en ce sens-là, c'est vraiment une opportunité à saisir selon nous. Un deuxième élément, c'est qu'il manque de logements adaptés au budget
des résidents de la péninsule acadienne. Donc, on l'a vu, le logement abordable est difficile, il n'y en a pas suffisamment, les budgets sont assez restreints. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont saisonniers notamment, ou qui travaillent sur des emplois qui ne sont peut-être pas nécessairement très bien rémunérés. Donc, il faut que ces personnes-là soient en mesure de se loger, puis il y a vraiment un manque à ce niveau-là. Donc, parmi les opportunités qu'on a déclinées par rapport à tout ça, il y aurait la création d'une corporation de logement par la CSRPA. Donc, on en parlera plus tard. Chacune des opportunités, on en discutera plus tard. C'est vraiment à plus haut niveau maintenant, puis ensuite on rentrera dans le détail de chacune d'entre elles. L'accélération du logement, de développement du logement pour les moins nantis, puis aussi une réflexion par rapport à la faisabilité de certaines initiatives de logement abordable qui sont plus, comment je pourrais dire, qui sont plus innovantes, si on veut. Donc, des choses qui sortent un petit peu plus du cadre dans lequel on est habitué de travailler. Donc, d'aller voir un peu, quand outside the box, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs qui pourrait être intéressant aussi pour justement développer le logement abordable. Le troisième constat de l'étude qu'on a fait, c'est qu'il existe quand même des freins au développement de la péninsule acadienne. Puis l'opportunité qu'on peut saisir par rapport à tout ça, c'est de réduire les freins internes. Donc, on l'a vu, il y a certains freins sur lesquels il n'y a rien qu'on peut faire vraiment parce que c'est de la conjoncture économique à plus haut niveau, mais il y a quand même certains freins internes sur lesquels la péninsule acadienne, la CSR, peut jouer, donc peut avoir un rôle à jouer. Donc, de vraiment s'attaquer à ces freins-là qui sont vraiment internes à la CSR, ça peut être une opportunité intéressante pour nous, selon nous. Et le quatrième constat qu'on a identifié, c'est que le besoin actuel et futur est quand même criant. Donc, en termes de nombre d'unités, on l'a vu, là, il manque 237 unités par année sur 10 ans. Ça représente quand même des chiffres qui sont très élevés. Donc, les opportunités, il y en a deux qu'on a documentées en lien avec cet élément-là. Le premier, c'est vraiment d'accroître l'offre de logement, évidemment. On en discutera plus tard. Et le dernier, c'est aussi d'adapter certains logements en fonction des besoins là, de la péninsule, des résidents de la péninsule acadienne. Donc voilà, donc pour chacune des opportunités, on va rentrer en détail sur qu'est-ce qui peut être fait plus tard, mais parlons maintenant plutôt de chacune des opportunités. Donc, si on parle de poursuivre les initiatives mises en place pour les municipalités, là, après plusieurs discussions avec l'ensemble d'entre vous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont faites par chacune des municipalités. Donc, juste pour prendre l'exemple, si je prends Chipagan, il y a quand même, la ville a participé, à faire une participation financière pour la création d'unités abordables, en partenariat avec les OBNL, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Puis, on a vraiment fait une liste de tout ça pour que vous soyez en mesure de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc, ça, c'est vraiment important de poursuivre dans ce sens-là, puis de continuer, en fait, qu'est-ce qui existe déjà. Donc, ça va assurément aider, là. Puis surtout quand c'est des choses qui sont déjà mises en place, on est mieux de continuer dans ce sens-là, parce que c'est plus simple que d'inventer de nouvelles solutions, là, notamment. Pour la création d'une corporation, ça a émané de plusieurs discussions qu'on a eues avec certaines personnes, donc à savoir est-ce que la CSR doit prendre en charge certains enjeux avec le logement. Donc ça a été une question qui a été discutée. Nous, on le suggère comme une opportunité à réfléchir, donc c'est sûr que ça peut être intéressant. Il y a plusieurs modèles aussi qui peuvent être mis en œuvre. Donc ça peut être soit une instance qui est indépendante de la CSR, qui peut être créée pour créer du logement abordable. Ça peut être un OBNL qui est créé par la CSR, financé par la CSR. Ça peut aussi être directement à même la CSR. Donc, il peut y avoir plusieurs modèles pour que la CSR s'implique justement dans la création de logements abordables. Donc, on a identifié ces trois modèles-là principalement. Puis là, je vais vous passer dans le détail de chacun d'entre eux, là, mais on a identifié les avantages et les inconvénients de chacun de ces modèles-là pour outiller un peu justement la CSR dans sa prise de décision, à savoir est-ce que, de un, c'est quelque chose vers lequel on veut aller, et de deux, si oui, quel type de modèle de gouvernance on peut mettre en œuvre. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. En gros, en termes d'avantages et inconvénients, c'est sûr que si la CSR décide
de créer une corporation qui est interne à la CSR elle-même, ça peut apporter certains enjeux, là, notamment parce que la prise de décision va être beaucoup plus complexe, mais ça peut permettre d'aller chercher certaines subventions ou certains fonds qui ne seraient pas nécessairement accessibles là, à une organisation qui est non municipale, si on veut, versus si on prend une corporation qui est plus externe, plus indépendante. Ben là, c'est sûr que l'accès à du financement municipal, on ne peut pas y arriver, mais en même temps, la prise de décision est beaucoup plus simple. Donc, il y a quand même plusieurs modèles et plusieurs avantages et inconvénients à chacun de ces modèles-là. Donc, on les a documentés. Je vais passer rapidement par-dessus tout ça. Vous pourrez lire en détail les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. En termes d'opportunités, on avait suggéré l'accélération du développement des logements pour les moins bien nantis. Juste pour vous expliquer rapidement ici, j'ai sorti certaines données sur l'abordabilité. Donc, j'ai regardé, par exemple, la proportion des ménages qui seraient en mesure de se payer un logement selon le prix. Si on prend le 30%, le fameux 30% qu'on ne devrait pas dépasser, si on prend un loyer, par exemple, à 1 500 $, là, on est à un petit peu moins de 60% de la population qui sont en mesure de se payer ce type de loyer-là. Donc, si on tombe à 2000, on est proche du 40%. Là, donc, ça fait en sorte que s'il y a des loyers qui sont offerts à des prix vraiment plus élevés, comme c'est le cas en ce moment dans certaines municipalités, les gens ne peuvent pas se les payer nécessairement. Donc, ou une très faible proportion de la population peut le faire. Donc, ça va être important justement de plutôt s'attaquer à la création d'unités là, pour les gens qui ont moins de sous, notamment le moins de revenus. Parce que c'est eux qui ne peuvent pas nécessairement se payer beaucoup de logements là, très chers. On avait aussi suggéré une réflexion là, par rapport à la faisabilité de certains modèles innovants. Donc, on en avait documenté 3 intéressants. Donc, le premier, c'est la fiducie foncière immobilière. Là, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que c'est, mais ça consiste à racheter un terrain en fait, de sélectionner un terrain par la ville, de l'acheter et de l'enlever du marché pour éviter la spéculation sur ce terrain-là. Donc, ça permet de créer certaines unités qui sont abordables et que ça perdure dans le temps parce que ces habitations-là sont vraiment sorties du marché normal en bon français. Donc, du marché privé là, des habitations. Donc, ça permet de garder là, certaines habitations beaucoup moins chères. Je vous ai mis certains exemples. Là. Il y a à Ottawa, notamment, ça a été fait. Brom-Missisquoi, l'exemple du Québec. Burlington aussi, aux États-Unis, qui a utilisé cette technique-là, là, qui est très bonne pour garder hors de la spéculation certaines unités. Donc ça peut être un élément intéressant. Les coopératives aussi de locataires, qui sont généralement, je vous dirais, plus dans le loyer locatif, là, évidemment, mais plus en ville à cause de la nature des logements, mais qui peuvent quand même être intéressantes pour certaines régions plus rurales. Ça permet que, en fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ça, mais pour faire un petit topo rapidement, c'est que les gens qui habitent ne sont pas propriétaires, effectivement, sont locataires, mais il y a la coopérative n'est à personne. Donc, ce n'est pas un propriétaire qui veut faire de l'argent. Donc, les gens qui vont, par exemple, en loyer là-bas doivent collaborer sur les tâches, collaborer sur l'entretien, notamment de la propriété, mais en échange reçoivent un loyer qui est vraiment moins cher et la propriété est gérée par vraiment le conseil d'administration qui sont les membres qui y habitent. Donc, c'est un modèle qui est super intéressant et qui permet encore une fois d'être à l'extérieur là, du marché privé avec un propriétaire qui veut faire de l'argent. Donc, ça permet de garder des loyers qui sont beaucoup plus faibles dans une perspective de long terme aussi. Là. Donc, c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne vous en ai pas mis un spécifique, là, mais il y a plusieurs sites internet là-dessus qui documentent le processus, etc. Il y a aussi des coopératives de propriétaires qui commencent à être un peu plus populaires dans les habitations plus innovantes. Là. Donc, il me semble que j'ai mis certains exemples. Oui, donc il y avait l'exemple Havre des Pins à Sherbrooke qui est, en tout cas, du moins au Québec, je crois que c'est le seul exemple. Je ne crois pas qu'il y en a au Nouveau-Brunswick. Mais ça peut être un exemple qui est super intéressant. Là. C'est vraiment les propriétaires qui deviennent propriétaires de la coopérative eux-mêmes.
Donc, ça peut être un modèle qui est intéressant aussi. Et parmi ces 3 exemples-là, une des choses qui est intéressante, c'est qu'il y a un fonds spécifique de la SCHL qui est dédié à l'habitation abordable innovante. Donc, il y a quand même du financement à aller chercher là-bas. Donc, il faut utiliser les leviers qu'on a. Donc, allons utiliser, en créant des unités justement innovantes, on peut aller chercher certains fonds là, spécifiquement dédiés à tout ça. En termes de freins, on avait parlé des freins là, pour les freins internes au développement économique à la CSRPA. Donc, j'ai ressorti vraiment l'ensemble des freins qu'on avait identifiés lors de l'étude. Il y en a qui sont internes, il y en a qui sont externes, comme j'avais mentionné. Si on prend les coûts élevés des matériaux, les taux d'intérêt élevés, ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut rien faire de toute façon, donc c'est plus des facteurs externes. Mais il y a certains éléments sur lesquels on peut jouer. Donc, l'intérêt pour les promoteurs immobiliers pour les centres urbains, donc je l'ai mentionné plus tôt, là, en raison de la rentabilité qui est plus grande dans certaines régions urbaines, les promoteurs immobiliers vont se tourner vers ça. C'est un peu externe, mais un peu interne aussi à la fois, parce qu'il y a quand même quelque chose que la CSR peut faire pour essayer d'aller chercher un peu l'intérêt des promoteurs, notamment là-bas. La réglementation qui est plus flexible pour certains projets innovants, donc des fois c'est plus difficile de se lancer pour la création d'unités plus innovantes qui sortent un peu du cadre. Donc c'est le genre de choses sur lesquelles la CSR peut jouer aussi. La complexité des processus administratifs, on a quand même un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Le manque de ressources à la CSRPA qui avait été identifié, ça c'est aussi un frein interne sur lequel on a quand même on peut faire quelque chose. Et finalement, on avait aussi mentionné le manque de dynamisme de certains OBNL œuvrant dans le logement social. Là, donc, j'ai passé rapidement là-dessus tantôt, mais parmi les discussions qu'on a eues, certains nous ont mentionné que oui, le logement social est créé par certains OBNL, etc., mais que c'est des OBNL qui sont actifs depuis longtemps et qui sont peut-être pas nécessairement très dynamiques là, pour la création de nouvelles unités. Donc ça, il y a quand même quelque chose sur lequel la CSR peut intervenir. Donc on l'a sorti aussi comme étant un frein interne. En termes d'opportunités d'accroissement de l'offre de logements des résidents, ici je voulais seulement rappeler la projection du nombre cumulé d'unités supplémentaires qui devront être construites. Donc on est à 2369 d'ici 10 ans, là, donc c'est plus pour rappeler un peu justement les chiffres qui avaient été ressortis dans le portrait de l'offre. Donc il va quand même avoir beaucoup de besoins. Alors oui, il faut accroître les logements, le nombre de logements pour les années à venir. Et l'adaptation de l'offre selon les besoins, là je ne rentrerai pas dans le détail, là, mais selon les différentes clientèles, on a identifié en fait le type d'unité qui va être intéressant. Donc, si on prend par exemple les étudiants, ça va être généralement soit des studios, soit des appartements en colocation, généralement meublés, généralement avec les services fournis, etc. Si on prend des familles, bien, ça va être effectivement soit l'unifamilial, des maisons propriétaires, où ils sont propriétaires, avec 3 chambres et plus, etc. Donc, on a vraiment documenté l'ensemble des types de clientèle, en fait, avec les besoins spécifiques. Donc voilà, pour les personnes âgées, par exemple, ça va être plus des logements qui vont être adaptés sur un étage plus petit, avec idéalement les services à proximité, etc. Donc ça permet de voir un peu quels sont les besoins pour chacun des types de clientèle là, de la région. Donc, tombons maintenant dans le constat et les pistes d'action. Donc, on a discuté de certaines opportunités. En fait, juste pour vous ramener avec notre entonnoir, donc on a commencé avec l'ensemble des chiffres, donc le profil statistique, profil de l'habitation, etc. On est rentré dans les enjeux, donc on a mieux compris justement quelles sont les problématiques, qu'est-ce qui limite le logement. On a ensuite regardé le nombre d'unités qu'on a besoin. Sur la base de tout ça, on a identifié certaines opportunités. Puis chacune des opportunités, on les a déclinées selon des pistes d'action spécifiques. Donc, justement, les opportunités dont je viens de vous parler, on va prendre chacune d'entre elles pour en arriver avec certaines pistes d'action qui vont permettre de mettre en œuvre un peu chacune de ces opportunités-là. Alors voilà, donc on a identifié, juste pour mettre la table, c'est un plan d'action qui va décliner chacune des actions avec le responsable
de l'action. Puis, je vous montre un petit exemple. Donc voilà, pour chacune des actions, puis là, ça va être petit pour vous, là, je vais vous les lire parce que ça va être invisible pour vous, vous êtes un peu loin. Pour chacune des actions, on a vraiment identifié le responsable, que ce soit fédéral, provincial, CSR, municipal ou encore les promoteurs immobiliers. Puis on a aussi identifié un échéancier, là, que ce soit en continu, que ce soit à court terme, moyen terme, long terme, etc. Alors voilà. Donc, pour la première opportunité qui était de poursuivre les initiatives déjà mises en œuvre, dont on avait discuté précédemment, une des actions, c'était de poursuivre les efforts pour intégrer le plan d'urbanisme de développement. Ok, je vais me reprendre. Poursuivre les efforts pour intégrer au plan d'urbanisme le développement de logements annexes. Donc, tout ce qui est de logements, pavillons urbains, etc. Donc, ça devrait être plus intégré au plan d'urbanisme, etc. Logement bigénérationnel. Donc, vraiment, je sais qu'il y a déjà des efforts qui se font à ce niveau-là. Certaines municipalités l'ont déjà, c'est déjà permis pour certaines municipalités. Mais de poursuivre les efforts en ce sens-là, on pense que ça serait intéressant que ce soit comme uniformisé à l'échelle de la péninsule acadienne. Parmi les autres actions qu'on avait soulignées, c'était de continuer l'octroi d'initiatives pour un projet de développement de terrains vacants. Donc, que ce soit offrir des terrains, par exemple, d'offrir des congés de taxes, etc. C'est le genre de choses qui peuvent être intéressantes, qui sont déjà faites à certains endroits. Là, donc, de poursuivre ces initiatives-là, c'est sûr que ça va assurément aider le développement de nouvelles unités. Et d'accélérer l'uniformisation des plans de zonage selon les nouvelles réalités territoriales. Là. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en cours, notamment par le service d'urbanisme, de poursuivre ces initiatives-là. C'est sûr que ça va être nécessaire. Puis ça va venir, là, je vois les efforts qui sont faits par le service d'urbanisme, ils travaillent très fort, donc ça va être fait assurément. Mais on l'avait vu quand même dans le plan d'action. En termes de création d'une corporation, donc on avait suggéré plusieurs exemples. Donc on avait décliné les avantages et les inconvénients. Si on tombe plutôt dans les plans d'action, on a décliné un peu les différentes étapes de mise en œuvre d'une corporation comme ça. Donc il restera à voir si la CSR souhaite ou non se positionner là-dessus, mais parmi les étapes qu'on avait identifiées, il y avait l'étape de faisabilité, l'étape de constitution, si jamais la faisabilité passe à l'étape suivante, et le lancement des travaux aussi. Là, donc, on a donné une petite recette là, pour, en général, lancer ce genre de travaux-là, qui commence notamment par la constitution d'un groupe de travail, définir la vision, la mission de l'organisation, etc., identifier les partenaires, voir si c'est vraiment quelque chose qui peut être fait, voir le modèle de gouvernance aussi qui peut être mis en œuvre, etc. Donc, on a décliné un peu la procédure pour mettre en œuvre ce type de corporation-là pour la CSR. L'autre opportunité qui était l'accélération du développement des logements pour les clientèles moins nanties. Donc, on avait 4 pistes d'action donc, qui vont un peu l'une à la suite de l'autre, si on veut. Le premier qui était de préparer la liste des OBNL qui opèrent du logement social. Donc, une des choses qu'on a eu la chance de discuter avec les municipalités, c'est oui, mais on les connaît, mais on ne les connaît pas tant que ça, les OBNL, on n'a pas la liste formelle de qui travaille là-dedans. Donc, d'avoir une liste formelle, ça pourrait être une bonne première étape selon nous. Ça serait plus facile aussi de coordonner là, les actions en lien avec le logement abordable éventuellement. Une autre action qui est le travail de concert avec la société d'habitation. Donc, j'ai eu des discussions avec la société d'habitation qui sont quand même, ils ont démontré un fort intérêt à s'impliquer, à être au courant aussi des travaux qui sont menés dans la péninsule acadienne. Donc, leur objectif, c'est vraiment d'aider le développement des logements abordables. Donc, de travailler avec eux, c'est certain que ça va beaucoup aider. Donc, je pense que ça serait intéressant notamment de leur présenter les travaux éventuellement, de leur donner une copie du rapport pour voir qu'est-ce qui a été fait, pour démontrer aussi que la péninsule acadienne travaille fortement là-dessus, puis leur donner le goût de venir créer de nouveaux projets là, sur le territoire ici. La troisième action qui était de favoriser le soutien des OBNL pour la construction de logements abordables, principalement pour desservir les besoins
des ménages qui ont besoin de seulement une chambre. Donc, un des éléments qu'on a eu la chance de discuter, c'est qu'il y a beaucoup pour le logement abordable, il y a de l'offre pour les personnes âgées, il y a de l'offre pour les personnes seules, il y a de l'offre pour les familles, mais il n'y a pas nécessairement d'offre pour un couple qui ne gagne pas un salaire très élevé, donc un faible revenu. Donc, ça, c'est le genre de choses que ça pourrait être intéressant de cibler cette clientèle-là spécifique qui est quand même présente là, sur le territoire de la péninsule acadienne. Un autre élément, une autre des actions qui était d'offrir un ou plusieurs terrains à des OBNL actifs. Donc, on avait mentionné, là, il y a certains OBNL qui ils travaillent depuis des années ils ont un logement, puis ils travaillent là-dessus, ou un ou quelques-uns, puis ils ne veulent pas créer d'unité supplémentaire, mais peut-être qu'en se faisant donner un terrain supplémentaire, elles pourraient avoir le goût de se lancer dans la création de nouvelles unités. Donc, ça constituerait un incitatif intéressant là, pour eux, pour créer de nouvelles unités. Et parmi les autres initiatives, les autres pistes d'action, on avait envisagé le financement d'un refuge pour les personnes en situation d'itinérance. Donc ça, c'est plus, on pitch la balle un peu, comme on dit, au fédéral provincial, mais effectivement, là, c'est des enjeux qui sont de plus en plus présents là, sur le territoire de la péninsule acadienne, donc ça pourrait être intéressant de réfléchir à avoir des ressources pour les personnes qui tombent justement dans la spirale de l'itinérance. Donc voilà, on l'a identifié comme une piste d'action intéressante aussi, plus dans un horizon de moyen terme. En termes de réflexion par rapport à la faisabilité de projets innovants, donc on en a mentionné quelques-uns, quelques projets qui peuvent être intéressants, notamment les coopératives, soit de locataires, propriétaires, là aussi. Donc on a sorti certaines pistes d'action en lien avec tout ça. La première qui serait de vraiment réaliser une analyse approfondie donc de chacun de ces modèles-là, donc de regarder les pour et les contre de chacun de ces modèles-là, de bien les documenter pour voir est-ce qu'il y en a qui pourraient être applicables justement dans la péninsule acadienne. D'organiser aussi des sessions de sensibilisation puis de formation pour informer sur les gens sur l'avantage d'implanter des modèles comme ça. Donc, les gens ne connaissent pas nécessairement tout ce qui est de coopérative, d'habitation, etc. Donc, ça pourrait être intéressant d'informer la population sur ce genre de modèle-là. Souvent aussi, la plupart des coopératives, ce n'est pas nécessairement des projets qui proviennent d'en haut, donc qui vont provenir d'une municipalité. C'est vraiment des projets qui vont, en général, émerger de la communauté eux-mêmes, qui, eux, vont se lancer dans la création de ça. Donc, le fait de sensibiliser la population à ce type de modèle-là, ça peut allumer des idées. Puis il y a certaines personnes qui peuvent se dire « Ah, ben, moi, je pourrais peut-être me lancer dans la création avec une couple d'amis, par exemple, d'une coopérative, un genre de 6-7 logements, on se lance là-dedans, puis on y va. » Donc, le fait de former les gens sur qu'est-ce que c'est, ça va sûrement permettre de créer des idées pour certains d'entre eux, certaines personnes de la population. Une autre action, c'était d'identifier un terrain à haut potentiel pour l'installation d'un projet structurant et abordable. Donc ici, on voyait ça vraiment comme ça pourrait être justement du locatif, par exemple, qui est relativement innovant, pour lesquels on réussit à avoir certains fonds pour le logement abordable notamment. Donc d'avoir vraiment un projet structurant qui pourrait être implanté sur l'axe du nouveau projet de transport, par exemple, pour éviter que les gens aient besoin d'avoir un véhicule nécessairement. Donc d'identifier un terrain pour ce genre de projet-là, c'est certain que ça peut être très porteur, ça peut être une belle vitrine aussi pour démontrer qu'on est capable de faire des projets intéressants puis innovants. Et ultimement, une fois qu'on a identifié ce projet-là, on suggérait de lancer un appel à projet, donc pour justement donner un peu les critères de qu'est-ce qu'on veut, pour voir s'il y a des promoteurs immobiliers ou des OBNL ou quelqu'un qui pourrait être intéressé à se lancer dans ce genre de projet-là pour créer de l'habitation abordable, notamment sur ce terrain-là. Et finalement, d'accompagner l'organisation en charge du projet, là, ultimement, pour la création de ce projet-là, on pense que ça va être nécessaire aussi que la CSR fasse une petite job par rapport à tout ça. Alors, j'espère que ça achève, il en reste pas long. Je vous vois tout, là, c'est beaucoup d'informations, je regarde là, ça achève.
En termes de réduction des freins internes à la CSRPA, donc encore une fois, il y a quelques actions qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement. Donc la première, c'était vraiment d'embaucher de ressources supplémentaires à la CSRPA. Donc on suggérait que ça allait pouvoir accélérer la mise à jour des plans de zonage. Donc ça avait été identifié comme quelque chose qui pouvait être fait. D'améliorer aussi l'attractivité du territoire pour les développements immobiliers avec certains incitatifs, là, que ce soit de l'aide municipale, des crédits d'impôt, des crédits aussi de permis de construction, etc. Ça peut être intéressant de le faire. De trouver des mécanismes aussi pour accélérer les modifications de zonage, donc plus du côté des villes. D'offrir un accompagnement aussi aux municipalités qui n'ont pas fait l'objet de soutien de la SCHL. Donc, c'est plus pour la CSR, là, de vraiment aider spécifiquement les villes qui n'ont pas eu le 2 à 3 millions de dollars. Donc, d'avoir. En fait, parce que c'est sûr que celles qui ont déjà eu l'argent, c'est plus facile pour eux de mettre en œuvre certains projets. Donc, vraiment de cibler un certain accompagnement pour les municipalités qui ont pas reçu les sous pour les aider à le faire. Et d'accorder aussi de l'aide, ça c'est plus fédéral provincial, d'accorder de l'aide aux municipalités pour le financement d'infrastructures. Donc, anciennement, il y avait Chantier Canada là, qui aidait beaucoup les municipalités. Maintenant, c'est comme moins le cas. Donc, ça, c'est une action plus pour le fédéral provincial, de ramener un certain soutien là, pour le développement d'infrastructures. Ça peut être assurément intéressant. Et de développer aussi des canaux de communication entre la CSR et les municipalités et les développeurs aussi, promoteurs immobiliers, etc., pour stimuler le dialogue là, sur l'habitation, donc d'être plus en contact avec les promoteurs immobiliers, puis de vraiment avoir un dialogue en continu avec eux pour voir, OK, ben j'ai-tu des terrains qui sont disponibles, est-ce que vous avez des difficultés pour comme, créer un peu la conversation avec eux, là, pour faciliter les choses. En termes d'opportunités, accroissement de l'offre de logement pour les résidents, une des premières actions qu'on suggère, c'est de faire l'inventaire et la cartographie des terrains disponibles. Donc, caractériser aussi le potentiel de chacun d'entre eux, donc d'avoir une carte qui identifie chacun des terrains qui pourraient être potentiellement développés sur une échelle, par exemple, de 1 à 3, est-ce que c'est facilement réalisable, etc., pour voir, en fait, quels sont les terrains qui pourraient le plus facilement être développables. D'évaluer aussi le potentiel de revitalisation de certains bâtiments. Donc, il y a des bâtiments vides qui pourraient être reconvertis, selon ce qu'on a mentionné. Donc, de faire un peu la cartographie de tout ça. Donc, ceux situés à proximité des services, idéalement, comme prioritaires. Donc, ça, c'est le genre de choses qui peut être fait aussi. Une fois l'inventaire des terrains et des bâtiments fait, il peut aussi avoir un démarchage là, auprès des promoteurs immobiliers, des OBNL, etc., auprès de toute personne qui pourrait être susceptible d'être intéressée par ce genre de projet-là. Donc, pour voir un peu leur intérêt à se lancer là-dedans. Une autre action qu'on avait suggérée, c'était de redorer un peu l'image de la maison préfabriquée. Donc, il y a des belles entreprises qui travaillent là-dedans, donc notamment sur le territoire de la péninsule acadienne. Donc, on pense que ça serait intéressant de redorer un peu l'image de ça pour que les gens se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir une maison préfabriquée. Souvent, ça coûte moins cher, ça peut être fait l'hiver, ça peut être fait rapidement. Donc, de démontrer à la population que c'est quand même positif là, de se lancer là-dedans, parce qu'il y avait quand même certaines personnes qui se disaient « Ah, moi, je ne veux pas nécessairement aller là-dedans », mais il y a beaucoup d'avantages à le faire. Et une autre action qu'on avait plus mis du côté du provincial, qui était d'envisager l'encadrement là, de tout ce qui est touristique, l'hébergement touristique avec un Airbnb. Donc, il n'y a pas d'encadrement qui est fait actuellement là, au Nouveau-Brunswick, donc de peut-être tenter d'aller vers cette avenue-là. Pour l'adaptation de l'offre en fonction des besoins des résidents, on avait suggéré d'ajouter des orientations visant à permettre des constructions atypiques. Donc, que ce soit des conteneurs, des fois des maisons mobiles, etc. Donc, c'est le genre de choses qui peut être intéressant et qui peut être facilement développable. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Stimuler la construction d'unités locatives pour éventuellement libérer des propriétés. On l'avait mentionné plus tôt, là, il y a quand même des enjeux d'optimisation. Certaines personnes voudraient quitter leur maison, mais ne peuvent pas nécessairement le faire. Donc,
il y aurait peut-être un petit quelque chose à faire à ce niveau-là. De sensibiliser aussi la population, sensibiliser les propriétaires à louer à des familles. Donc, un des enjeux qu'on a souligné lors des discussions, c'est que certains propriétaires ne veulent pas louer à des familles parce qu'ils se disent que ça fait du bruit, que des fois le fait d'avoir des enfants, ça peut être plus prompt à endommager les logements, etc. Donc, il y a certains propriétaires qui ne veulent juste pas louer à des familles. Donc, c'est quand même un enjeu parce qu'il y a quand même beaucoup de familles, puis souvent les nouveaux arrivants arrivent avec des familles, etc. Donc, ils ont de la difficulté à trouver des logements. Donc, il y a peut-être un petit travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. De concrétiser le projet de transport collectif, ça, je crois qu'on est sur la bonne voie, donc on l'a quand même ajouté dans nos recommandations. Et de favoriser la construction de logements à proximité des services et du projet justement de transport. Donc on avait suggéré ça aussi, d'avoir des projets qui sont vraiment sur l'axe du transport et des services également. Donc voilà. Donc je pense que ça fait le tour. J'ai d'autres, justement j'avais des petites slides sur rapidement le projet de transport collectif. Je vais passer rapidement là-dessus. Puis dans les annexes aussi, vous verrez, éventuellement lorsque vous aurez le rapport, on a fait des petites fiches spécifiques à chacune des municipalités. Donc à savoir c'est quoi les enjeux spécifiques à chacune d'entre elles, quels sont leurs besoins spécifiques. Donc, ça va permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble pour chacune des villes, de pouvoir les comparer entre elles aussi, là, éventuellement. Alors voilà. Donc, ça fait le tour de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie-Pierre. On va te laisser le temps de prendre un souffle. Oui, ça marche. Comme ça, tu peux voir, c'est un travail qui était quand même très exhaustif.